Il s'agit d'une nouvelle mentalité, une nouvelle approche de gouvernance. Cette approche veut se démarquer de l'assistanat et qui privilégie la prise en charge par Haïti de son destin. Pendant les 25 dernières années, vous avez contribué, je veux parler de nos amis, de nos sœurs et frères de l'international, vous avez contribué à hauteur, je dirais, de près de 15 milliards de dollars pour aider Haïti. Mais malheureusement, 25 ans après, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Il n'y a pas d'eau pour l'irrigation. Les villes sont inondées. Les plaines ne sont pas irriguées. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de projet de logements sociaux. Il n'y a pas de construction d'écoles massives dans le pays. Je dirais, il y a un échec visible des 25 dernières années. 15 milliards de dollars, il n'y a pas un projet, on peut dire, dans ce pays qui a une valeur d'un 15e de ce montant. Cela veut dire, s'il y a échec, nous devons ensemble, je veux parler du gouvernement haïtien et de nos amis de l'international. Nous devons nous mettre au travail aujourd'hui, à l'instant même, pour faire plus avec le moins d'argent que possible. C'est pour ça, la stratégie de la caravane du changement est une stratégie par laquelle l'État entreprend actuellement une vaste politique de réforme qui utilise les ressources humaines et matérielles de l'État pour augmenter la production nationale et fournir des services de base à la population. Jusqu'à présent, 10 mois et quelques jours après, mon administration n'a pas encore reçu un sou de l'aide internationale. Mon administration n'a pas encore signé de papier pour faire entrer de l'argent du Pétrocaribe. Parce qu'il faut savoir que nous avons cette possibilité aussi. Pendant les 12 mois du gouvernement provisoire, ils ont signé 2 résolutions de Pétrocaribe. Après 10 mois, nous n'avons pas encore signé de résolution. Nous sommes en train de travailler avec les meilleures ressources de ce pays. Nous avons démarré avec la caravane de l'Artibonite. Peut-être il y a des gens parmi vous qui viennent de l'Artibonite. Nous avons travaillé sur près de 20 000 hectares de terre. Normalement, il y avait 32 000 hectares disponibles, dont 12 000 étaient sous l'eau, mais il y avait 20 000 qui n'étaient pas sous l'eau. Nous avons curé plus de 197 km de canaux d'irrigation. Nous avons construit près de 150 km de pistes agricoles. Nous avons réhabilité près de 242 km de berges sur les canaux d'irrigation et de drainage dans la vallée de l'Artibonite dans 54 jours. Et le coût de ces travaux était de 197 millions de gouttes, pour être plus précis, environ 4 millions de dollars. En 2008, le gouvernement passait à réaliser, je
travaux similaires. Peut-être réussi à peut-être 60%. L'État a dépensé 58 millions de dollars avec l'aide d'un bailleur, de partenaire. 58 millions dépensés en 2008 contre 4 millions dépensés en 2017. Les résultats de 2008, comme je viens de vous dire, l'État a atteint des résultats jusqu'à 60%. En 2017, nous avons pu mettre sous l'eau 32 000 hectares dans la vallée de la Tibonite. Et les récoltes de riz, aujourd'hui, dépassent toute attente. Et nous n'avons pas curé des canaux pour curer des canaux, parce que nous n'avons pas construit bien réhabilité des routes pour réhabiliter des routes. Nous l'avons fait, c'est parce que nous avons une vision pour le futur pour la vallée de l'Artibonite, qui est une vallée de 50 000 hectares. Il faut dire, ça fait 71 ans, quand le président estimé a inauguré le barrage de Cano, un barrage qui peut desservir une plaine de 50 000 hectares. Il avait bien compris que cette terre avait besoin de près de 50 mètres cubes d'eau par seconde. Il a réalisé ses travaux pour mettre 50 mètres cubes d'eau par seconde sur ces 50 000 hectares de terre. Mais malheureusement, les travaux de drainage et d'irrigation ont été inachevés. Nous avons pris la décision de continuer ces travaux pour aller de l'autre côté de l'Esther, pour irriguer toute cette vaste plaine. Je veux parler des 50 000 hectares qui vont produire le riz de l'Artibonite, mais d'une manière plus moderne. C'est pour ça, dans notre perspective, nous avons mis sur pied un système de coopérative. Parce que la constitution haïtienne est claire, Haïti est une république coopératiste. Nous sommes en train de travailler avec les agriculteurs de la vallée de l'Artibonite pour créer des blocs de production. C'est quoi un bloc de production? Maintenant, la récolte du riz se fait d'une manière rudimentaire, d'une manière artisanale. Nous voulons sortir de cette façon artisanale de récolter le riz pour récolter le riz d'une manière industrielle. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour permettre à chaque 500 hectares, les propriétaires se mettre ensemble pour créer un bloc de production que l'État commence à subventionner. Je sais, dans le documentaire que vous venez de visionner là, vous avez vu des tracteurs agricoles. L'État a déjà distribué près de 100 tracteurs agricoles à ses agriculteurs et les entrepreneurs vont prendre en charge la partie industrielle. Nous sommes en train de créer près de 12 unités, je dirais 6 000 hectares, comme projet pilote dans la vallée de l'Artibonite. Et il y a 12 entreprises qui sont prêtes à construire des usines de stockage, de décortiquage de riz, de mise en sac de riz dans la vallée. Et d'ici la fin du mois de janvier 2018, la première usine sera inaugurée dans la vallée de l'Artibonite. Une usine qui va fonctionner avec la biomasse. Nous n'avons pas besoin du diesel pour faire fonctionner l'usine. Ce sont les sonderies qu'on brûlait dans le temps, maintenant qu'on va utiliser pour faire marcher ces usines. La première usine, comme je viens de vous dire, et le propriétaire de cette usine, il est là. Je demande à M. Charles Jumel parce que je dois vous dire, M. Jumel, le temps
est venu pour que cette majorité silencieuse sorte de son trou. Et lui, venez au moins pour que le public vous voit un peu là. Voilà, lui, il est un planteur de riz, producteur dans la vallée de l'Artibonite, et son fils vient de terminer l'université cette année, et son fils retourne en Haïti pour aider son père dans l'assemblage de cette usine moderne qui va produire le riz dans la vallée de l'Artibonite. Aujourd'hui, nous avons la capacité de vendre, nous allons commencer à payer la dette du Venezuela avec le riz de la vallée de l'Artibonite et l'haricot noir produit en Haïti. Merci, monsieur. C'est une vision, c'est une volonté. Cette usine qui coûte près d'1 million de dollars, pour ne pas dire plus d'1 million de dollars, ce n'est pas l'argent de l'État. L'entrepreneur prend des risques. Mais aujourd'hui, il y a une vision politique qui est derrière tout ça. À travers la Banque centrale, nous sommes en train de mettre sur pied un instrument financier qui va permettre à l'agro-industrie de se développer avec des prêts à faible taux d'intérêt, je dirais entre 5 et 7% en goutte sur 15 ans, fixe. Parce que nous ne pouvons pas parler du développement de l'agriculture sans le développement de l'agro-industrie. Parce qu'il faut conserver, il faut transformer. Produire seulement si nous ne créons pas de valeur ajoutée dans la production agricole, nous n'allons jamais voir le décollage de l'économie. La caravane du changement a laissé le département de l'Artibonite le 1er juillet de cette année. Destination, département de la Grand'Anse, département des Nîmes et le département du Sud. Ça fait 5 mois depuis que nous travaillons sans relâche, 24 heures sur 24, avec la nouvelle loi votée par la 50e législature qui permet aujourd'hui à Haïti de travailler 24 heures sur 24. Nous avons 3 chiffres aujourd'hui en Haïti. Nous pouvons travailler de 8 heures à 4 heures, de 4 heures à minuit, de minuit à 8 heures du matin. Cela veut dire quelqu'un qui a une entreprise aujourd'hui en Haïti, avec les mêmes équipements, vous pouvez optimiser les profits de votre entreprise parce que la loi sur les 3 chiffres, cette loi est votée et publiée depuis le mois d'octobre de cette année. L'opération Coup de Près du Grand Sud, nous avons déjà réalisé plus de 35 km de routes asphaltées dans la ville de Caille, la ville de Campéré, la route nationale numéro 5, la route du 6, je veux parler de Carrefour Méridien du 6, la route de Chantal, le pont sur la rivière Lacule, ce pont sera jeté, je dirais, les travaux nous devons démarrer avec ces travaux d'ici l'été de 2018. Nous allons laisser le Grand Sud avec des travaux d'infrastructure considérables. Nous allons laisser le Grand Sud avec plus de 500 km de routes asphaltées et bétonnées. Mais pour ce faire, il y a des décisions difficiles à prendre. Parce qu'il faut savoir qu'un kilomètre de route coûte
coûtait à l'État avant le 7 février 2017 entre 1,2 million et 1,5 million. Je veux parler du revêtement. Aujourd'hui, après la publication de l'arrêté sur les trains de vie de l'État, nous nous sommes mis au travail. Nous avons fait appel à des experts nationaux et internationaux sur les prix de référence. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'un kilomètre de route peut coûter à l'État 100 000 $ aujourd'hui. Pour passer de la parole aux actes, la route de Carrefour-Joffre à Lansa-Fleur, qui est un rêve pour ceux qui habitent le nord-ouest d'ailleurs, c'est le seul département du pays qui jusqu'à présent n'a pas 1 kilomètre de route asphaltée. Le département du nord-ouest, 214 ans après notre indépendance, n'a pas 1 kilomètre de route asphaltée. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'installer une usine de béton bitumineux, je veux parler de l'asphalte, à proximité de ce département, plus précisément à Gaumont, pour ceux qui connaissent cette région, pour asphalter, pour mettre du béton bitumineux sur tout le département. Je veux parler de la route qui conduit vers Lansa-Fleur, de la route de Jean Rabel, de la route de Marouge, du Mont Saint-Nicolas, de Bombardier-Police, de Bénéenne. Dans ce rouge, nous allons asphalter toutes ces routes-là. Pourquoi? Où est-ce que l'État va trouver cet argent? Je dois vous dire, nous sommes en train de réaliser beaucoup de travaux avec peu d'argent. C'est ça la lutte contre la corruption. C'est ça cette bataille acharnée que nous menons aujourd'hui contre la corruption. Le résultat, ce n'est pas pour nous seulement. Le résultat, c'est pour le peuple haïtien. Cette majorité silencieuse qui a tant souffert de ce fléau, de ce cancer qu'est la corruption. Nous sommes en train de nous battre contre ce fléau aujourd'hui. Et nous payons au secteur privé 100 000 $ par kilomètre. La route de Lansa-Fleur, l'asphaltage vient de commencer. Il y a les 5 premiers kilomètres, c'est une société privée qui est en train d'asphalter ces 5 premiers kilomètres. La route qui conduit au Cap-Haïtien aussi, entre Gonaïves et le Cap-Haïtien, qui était dans un état piteux. Cette route, nous sommes en train de l'asphalter, de faire du revêtement sur cette route, de Gonaïves jusqu'au Cap-Haïtien, en passant par Bulboro, Bedorette, Plaisance, Cancor, Limbé pour arriver jusqu'au Cap-Haïtien. Je vous garantis, là nous sommes au mois de décembre 2017. Au mois de décembre 2018, cette route sera terminée. Je veux parler de la route Gonaïves-Cap-Haïtien. Mais encore pour ce faire, pour réaliser ce genre de travaux, il nous faut du courage. Parce que la corruption est devenue, c'est comme l'État, en fait, c'est la fonction publique haïtienne aujourd'hui. Ne comprend même pas cette bataille que nous sommes en train de mener contre la corruption. Mais elle n'est pas facile. Je compte sur l'opinion publique. Je compte sur vous. Vous, Haïtiens de Bruxelles, Haïtiens de Belgique, Haïtiens de l'Europe, je compte sur vous. Je compte sur mes frères de la communauté internationale. Je compte sur mes frères belges. J'ai parlé à un responsable ce matin. J'ai déjeuné avec un responsable belge qui me parle de la corruption, qui me dit combien c'est grave.
Par exemple, chez vous, un fonctionnaire public qui a des responsabilités sensibles n'a pas le droit d'aller dîner avec quelqu'un qui a des intérêts particuliers. Je vous dis chapeau. Et c'est un pays comme ça que je veux construire aussi en Haïti. Le sous-développement, la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est un choix. Eh bien aujourd'hui, Haïti a fait un autre choix. Le choix du développement. Nous voulons laisser un autre pays après 5 ans. Vous avez compris qu'après 10 mois, nous avons fait beaucoup de choses. Mais je pense que nous avons fait peu de choses. Parce que il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Ce ne sont pas les travaux qui sont faits, les réalisations à faire les plus difficiles, mais c'est le changement de mentalité. Ce n'est pas parce que les travaux, c'est du bitume, c'est de construire, je dirais, des ouvrages dans le pays. Ça, ce n'est pas difficile. Parce que j'ai trouvé des usines à travers le pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez qu'Haïti possède des usines de béton bitumineux éparpillées à travers tout le pays. J'en ai trouvé une demi-douzaine. Des usines achetées pour faire des commissions, abandonnées par la suite. Nous sommes en train de récupérer ces usines à travers le pays et nous avons déjà installé 3. Et nous sommes en train de travailler pour installer les 4 usines. Une sera installée au Lembé, dans le nord. Une autre sera installée dans le sud-est, à Berlance. Et la dernière usine sera installée dans la zone de Mirebalais sur la rivière Gascogne. Parce que nous avons l'étude sur les zones de production de matériaux de construction. Je veux parler de la matière première pour avoir des agrégats corrects pour produire du béton bitumineux et du béton hydraulique. Cela veut dire, je suis clair, nous avons laissé beaucoup de kilomètres de routes asphaltées dans le pays, de routes bien faites. Mais l'interrogation, c'est le changement de mentalité. C'est difficile. Et c'est pour ça, la stratégie de la caravane du changement, c'est une stratégie pour montrer au monde entier qu'aujourd'hui, Haïti veut renaître de ses cendres. Nous étions hier à la perle des Antilles. Pourquoi? C'est parce que Haïti produisait des biens et des services en quantité pour exporter et pour sa consommation locale. Aujourd'hui, nous sommes devenus la peine des Antilles parce que nous arrêtons carrément. Nous ne savons même pas beaucoup. Pourquoi nous avons fait le choix d'importer tous nos biens, de ne pas produire notre population? Nous ne savons même pas. Et moi, je dois vous dire, après 10 mois à la tête de ce pays, je ne dis pas que je suis un monsieur, je sais tout, mais je comprends beaucoup de choses. À la tête de ce pays, je peux vous dire que le courage manquait. Aujourd'hui, il y en a. Il y a une équipe à la tête de ce pays qui a beaucoup de courage. Je prends l'exemple de la corruption. Un ami des Nations Unies
La corruption, c'est comme si c'est un instrument politique pour persécuter les gens, pour détruire la personnalité d'honnêtes gens. Ce n'est pas ça la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est cette lutte acharnée que nous menons pour que l'État, l'argent de l'État, doit travailler pour la collectivité. C'est cette lutte que nous menons pour que les 23 000 chèques dupliqués au niveau de la fonction publique soient retournés dans les caisses de l'État. C'est ça, la lutte contre la corruption. Et vous pouvez compter sur nous. Parce que je compte sur vous. Je sais que vous allez travailler, vous allez suivre à travers les réseaux sociaux, à travers les sites officiels du gouvernement, tout ce que nous sommes en train de réaliser. Parce que parfois, on dit beaucoup de choses du pays et du gouvernement. Je prends l'exemple du budget. Les 5 grands mensonges du budget. Vous habitez à Bruxelles. Est-ce que vous ne payez pas vos taxes? Eh bien, comment on peut développer un pays sans les taxes et impôts? On nous explique que nous avons besoin des routes, de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation, de l'électricité 24 sur 24, mais sans argent. C'est comme si il y a un miracle à faire pour trouver cet argent. Je dois vous dire, j'ai publié le budget de la République, le budget de 2017-2018. C'est un budget qui va commencer à donner de l'espoir, de la croissance à ce pays. Nous avons des décisions difficiles à prendre. Et mon équipe est prête à le faire. Parce que le pays a de grands besoins. Je prends l'exemple des salles de classe. Haïti a besoin de près de 12 000 salles de classe pour que l'école primaire l'aide. Parce qu'on a aujourd'hui 90%, il faut le dire, avec l'administration du président Martelly, nous avons eu la chance d'atteindre 90% des enfants qui vont à l'école. Je veux parler de l'école primaire. Maintenant, nous sommes en train de mettre sur pied un programme pour continuer, parce que ma fameuse phrase de campagne, je sais que vous avez une idée de cette phrase. Je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Pour continuer avec ce programme, le programme d'éducation pour tous, nous sommes en train de faire une étude sur les 10 départements du pays pour voir combien d'écoles primaires par région qui nous manque. Globalement, nous savons que nous avons besoin de 12 000 salles de classe. Mais je mets le cap sur 15 000 salles. Et pour construire ces 15 000 salles de classe, si on met 30 000 $ par salle de classe, vous comprenez bien que nous avons besoin de 450 millions de $. Où est-ce que nous avons trouvé cet argent? Si les gens ne veulent pas payer leurs taxes et leurs impôts. Justement pour vous dire que nous autres, nous sommes prêts à travailler pour assainir l'État. Pour que l'argent de l'État reste dans les caisses de l'État pour travailler pour le peuple. L'énergie, vous avez entendu en fait l'annonce que j'ai faite à la fin du mois de juillet de cette année. Les 27 750 km² d'Haïti, les 572 sections communales de ce pays, les 146 communes de ce pays, les 10 départements de ce pays vont avoir de l'électricité 24 sur 24 dans 20 mois. Ce n'est pas une promesse. Je ne suis pas en campagne. Maintenant, je suis le président de la République. Un président ne doit pas mentir, un président ne peut pas mentir.
Après 22 mois de campagne, quand mon président est arrivé au pouvoir, je me suis dit, qu'est-ce que je devais faire? Je me suis rendu compte que les enfants de 6 et plus étaient pris en charge par l'État, tandis que les enfants de 0 à 5 ans n'étaient pas pris en charge. Donc j'ai bâti mon programme sur la petite enfance, où les enfants seront pris côté nutrition, santé, éducation, etc. Mais quand je devais faire l'application du programme, je me suis rendu compte que je ne savais pas où les enfants se trouvaient, ni même la quantité qu'ils étaient. Donc j'ai décidé de les identifier. Donc j'ai monté le programme Compter mon compter pour pouvoir identifier les enfants. Mais ça, c'est une partie de mon programme. Dans le cadre de la protection de l'enfant, il faut également limiter la quantité d'enfants qui se fait. Parce que si quelqu'un a 10, 15 enfants, il ne pourra pas s'occuper de tous. Donc les enfants ne seront pas protégés. Donc le contrôle des naissances sera la suite de Compter moins compter. Et on commencera avec le contrôle des naissances par la grossesse précoce. Parce qu'il y a plein d'enfants, 13, 14, 15 ans, qui tombent enceintes par manque d'éducation, par viol, etc. Donc c'est tout un chapitre.